Cours N°46 première partie. Quelques DEFINITIONS et METHO DES de travail. Le bavardage intérieur, en lien avec la stance numéro 6, le silence intérieur, dès que la pensée n'est pas focalisée sur une réflexion décidée, des pensées s'installent automatiquement. Nous entretenons une conversation avec nous-mêmes, dont le sujet favori est nous-mêmes. Il est possible de devenir plus conscient de ce bavardage grâce à la méditation notamment, et même d'apprendre à le stopper, pour éviter cette importante perte d'énergie. La considération intérieure, en lien avec la stance numéro 74, oublier le bien que tu as fait aux hommes. Dans notre égoïsme, nous considérons que les autres nous doivent des attitudes, des gestes, des attentions. Quand ces exigences ne sont pas satisfaites, des émotions et des pensées naissent, déception, sentiment d'abandon ou de dévalorisation. Quand nous les entretenons, nous perdons de l'énergie et souffrons inutilement, car en fait l'attitude des autres n'influe pas sur ce que nous sommes réellement. Le remède est de devenir plus conscient de ces exigences et de stopper les pensées ou émotions qui y sont liées pour passer à des activités ou réflexions plus constructives. La considération extérieure, en lien avec la stance numéro 22, l'attention à tes frères. Si nous voulons d'une part nous intégrer mieux dans la vie sociale et familiale, et d'autre part créer des conditions plus favorables à notre chemin, compenser une dette du passé, ne pas créer de nouvelles dettes, nous devons apprendre à devenir conscients, prendre en considération des besoins des autres, attention, respect, gratitude, gentillesse, nous conformer à ce besoin, c'est-à-dire y répondre au mieux raisonnablement possible. L'image de soi, en lien avec la stance numéro 17, la droiture et la limpidité, nous portons sur nous-mêmes un regard basé sur l'opinion que nous avons de nous-mêmes, bonne ou mauvaise. Cette image est incomplète puisqu'elle ne vient que d'un seul point de vue, le nôtre. Des échanges à ce sujet avec d'autres personnes permettent de voir d'autres aspects de nous-mêmes. Ceci nous enrichit mais permet aussi de constater que nous projetons des images différentes de nous-mêmes en fonction du milieu extérieur, familial, professionnel, mais aussi de l'interlocuteur. Ce sont autant de masques que nous revêtons. Pour découvrir, démasquer, notre moi réel, il faudra aller au-delà de ces masques de la personnalité, du latin persona, le masque, après les avoir découverts l'un après l'autre. Le trait principal de la personnalité, en lien avec la stance numéro 71, corriger tes propres faiblesses. Il y a en chacun de nos 5 traits, qui imprègnent chacun, de façon plus ou moins marquée notre personnalité. Ce sont le mensonge, la peur, l'orgueil, l'avidité, le sexe. Parmi ceux-ci, notre vie tourne autour d'un axe principal, le trait principal, auquel se rattachent toutes nos qualités et nos défauts. Pour le découvrir, un long travail d'observation réel est nécessaire, la réflexion seule ne suffisant pas. L'aide des autres peut nous être précieuse pour le découvrir. Si nous voulons réaliser notre destin, il nous faut comprendre que ce trait principal est notre plus grand obstacle, mais aussi nous souvenir que la raison d'être de cette vie est de le dépasser. Les automatismes, en lien avec la stance numéro 3, être proche de l'éternité. Dans la vie de tous les jours, ils déterminent notre façon de voir, d'agir, de penser, dans tous les domaines de la vie. Ils sont dus à des conditionnements de la vie, de l'éducation. Pour sortir de nos automatismes, il s'agit d'abord d'observer concrètement comment et où ils se manifestent, par exemple en essayant de changer un geste habituel, puis d'apprendre à repenser les choses par nous-mêmes et de n'entreprendre une action qu'après l'avoir décidée en conscience. Deuxième partie, entretien. LANGUIMBERT le 8, 7, 94, nous estimons que les autres nous doivent certaines faveurs. Nous sommes attachés à ce que les autres pensent, disent de nous. Nous attendons, exigeons, qu'ils nous traitent avec égard. Ce fonctionnement de la personnalité est ici appelé considération intérieure. Quand nos attentes ne sont pas exaucées, nous estimons que les autres ne nous accordent pas assez d'importance, ne nous traitent pas comme ils le devraient. L'amour-propre est alors blessé et des émotions négatives se mettent en route avec leur cortège de pensées associées. Ces souffrances sont inutiles. Nous ne sommes pas moins quand quelqu'un a oublié de nous saluer par exemple. Ces considérations intérieures viennent de notre personnalité, orgueil, égocentrisme, car ce que nous sommes réellement, authentiquement, notre essence, ne peut être offensé. Si nous voulons nous élever au-dessus de cet ego, il nous faut comprendre que les autres ne nous doivent rien, et que nous n'avons donc rien à attendre d'eux, reconnaissance, gratitude, respect. La libération est impossible tant que nous nous considérons comme quelqu'un d'important, car alors nous sommes dans l'attente inconsciente de tout ce que les autres nous doivent. La considération intérieure se manifeste tout particulièrement chez ceux qui n'ont pas réalisé dans leur vie ce qu'ils auraient voulu. N'ayant pas posé suffisamment d'actes nobles ou admirables, ils ne sont pas admirés pour eux-mêmes, ni par eux-mêmes. Ils se forgent alors une image extérieure superficielle, illusoire, qu'ils essaient de défendre. La moindre remarque est alors ressentie comme une offense, le moindre manque d'attention comme une blessure profonde. La considération intérieure par rapport à ce que les autres nous doivent provoque des sentiments d'injustice, de jalousie, de peur. L'angoisse de ne pas être apprécié nous pousse à être ce que nous croyons devoir être, et nous empêche de devenir nous-mêmes. En résumé, celui qui considère intérieurement ne vit pas dans la réalité et dans l'acceptation de celle-ci,
mais dans un monde d'illusions qu'il crée lui-même et auquel il essaie de se conformer. La considération intérieure est une des plus grandes causes de perte d'énergie. Une autre forme de considération intérieure est liée à l'identification à des choses d'ordre matériel, par exemple au fait qu'il pleuve, alors que nous voudrions qu'il fasse beau temps. Encore une fois, la considération intérieure naît de l'idée que le monde devrait tourner comme nous le souhaitons. Quand ce n'est pas le cas, nous allons jusqu'à le prendre comme une offense personnelle, notre humeur s'en ressent. Il en résulte des plaintes, intérieures ou extérieures. Là encore, il y a perte d'énergie et usure inutile. Là encore nous vivons, non dans la réalité, mais dans l'illusion. Comment arriver à la paix intérieure ? En arrêtant de croire que nous sommes le centre du monde, que nous ne sommes pas reconnus à notre juste valeur. Ce que nous sommes réellement, personne ne peut y enlever ou ajouter quoi que ce soit, même si ce n'est pas très brillant parfois. C'est uniquement la fausse personnalité qui demande à être flattée. C'est contre elle que nous luttons quand nous faisons un travail sur la considération intérieure. Prêtons moins d'importance à l'opinion que les autres ont de nous. La considération intérieure est fondée sur tout ce que nous attendons des autres. Il existe une autre façon de considérer les autres, c'est de prendre en compte leurs besoins, leurs attentes, ce que nous leur devons, c'est la considération extérieure. Elle part de la compréhension que, pour vivre dans un milieu de façon harmonieuse, il faut apprendre à le connaître puis s'y adapter consciemment. Parfois il s'agira de se soumettre à la volonté des autres, non dans le but de s'en faire aimer, mais avec, au départ, la compréhension juste et lucide de la situation de l'autre et une décision claire. C'est l'une des applications de la phrase « aime ton prochain comme toi-même ». Cette attitude extérieure n'est ni faible, ni hypocrite, elle demande au contraire de l'intelligence et une grande force intérieure. Face à quelqu'un de désagréable, celui qui possède cette maîtrise de soi ne se laisse pas aller à sa réactivité naturelle, il sait se taire. Mais ce silence n'est pas basé sur la peur ou la lâcheté, mais sur une décision libre d'un comportement, à la fois noble et facilitant la vie avec son entourage. Le travail de considération extérieure, donner, facilite la lutte contre la considération intérieure, prendre, vouloir recevoir. Dans le domaine spirituel, plus on donne, plus on devient riche intérieurement. Rester dans une attitude extérieure noble, tenir compte des autres, est encore plus important pour un homme en chemin que pour un homme ordinaire. Ce comportement comporte l'idée de sacrifice. D'une part, on ajuste sa conduite aux besoins de l'autre, on agit pour l'autre et non pour soi, et d'autre part, cela exige la présence à soi, la maîtrise de soi. La personnalité réelle s'en trouve renforcée. Une question à se poser fréquemment, ce que veut l'autre est-il moins important que ce que je veux, moi ? La considération intérieure fait partie des problèmes émotionnels qu'il faut régler. Sinon on ne peut s'élever spirituellement, même après la mort, car on y reste embué dans le monde astral. Donner n'enrichit intérieurement que si nous comprenons profondément qu'il est beau, bon, et juste de le faire, car l'élément de conscience doit être présent. Agir dans l'état d'esprit juste mène au sentiment intime de vérité, appelé aussi discernement. Progressivement il n'y a plus d'arrière-pensée ou de convenance personnelle dans nos actions, et celles-ci deviennent justes. Ce sentiment intime devient la véritable voix de la conscience, non une conscience morale venant de l'éducation, mais une conscience personnelle et intérieure qui, des profondeurs de notre être, nous conduit à des actes objectivement justes. Nous ne nous trompons plus. Le trait principal de la personnalité, c'est l'axe autour duquel tournent toutes nos qualités et tous nos défauts. Avant de le découvrir réellement, il faut un long travail d'observation de soi, notamment les émotions négatives, justifications, considérations intérieures, puis un long travail sur soi. Ce temps est nécessaire pour développer les sens, pour enfin être prêt à voir le trait principal en face, car ce choc est très fort. 5 grands traits de caractère cohabitent en nous: la peur, le sexe, le mensonge, l'orgueil et l'avidité. Le trait principal est celui qui, parmi eux, domine les autres. Il est le moteur de notre vie. Une fois que nous l'avons découvert, il doit faire place à autre chose qu'il vaut mieux avoir commencé à créer. La recherche du trait principal est la tâche principale à résoudre au cours de notre vie. Les attitudes intérieures sont nos façons de penser et d'appréhender le monde. Elles sont le fruit de notre éducation et de nos conditionnements. Elles forment notre personnalité. Parmi elles, il y a l'image de soi, formée de l'opinion bonne ou mauvaise que nous avons de nous-mêmes. Souvent, cette image intérieure est différente de celle que les autres ont de nous. Les autres peuvent nous aider à démasquer cette image, par exemple dans le cadre d'un groupe où règne confiance et bienveillance. Conclusion observée. Voilà le maître mot. En observant, nous apprenons à nous connaître, puis nous pouvons décider, en toute connaissance de cause, ce que nous voulons garder et ce dont nous voulons nous débarrasser en fonction de notre décision de développer notre nature supérieure. Dans la 4e voie, nous restons toujours libres d'instant en instant d'aller dans le sens de ce que nous avons compris ou pas. Mais la véritable liberté est pour la fin. Le paradoxe est qu'alors il n'y a plus vraiment de choix, car l'essence est développée au point qu'elle nous empêche de faire le mal.